Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine présentée par Aurélie Véron. Bonjour, dans cette émission, nous vous proposons de revenir sur la conférence du 23 mars dernier au Montreur d'images. Organisée par les Amis de la Santé de Lot-et-Garonne, cette conférence Ado-Alcool était animée par Guylaine Bennec, sociologue, formatrice en prévention des addictions et auteure de livres. En toute simplicité, elle a expliqué au public comment parler d'alcool aux ados. Nous vous partageons ce moment maintenant sur les ondes d'Espoir FM. L'alcool, la France et nous. Je vais vous poser une question. Si je vous dis, à votre avis, combien environ les Français dépensent-ils chaque année pour acheter de l'alcool ? Est-ce que c'est de l'ordre de 10 millions d'euros, 10 milliards d'euros ou 100 milliards d'euros ? Alors, qui dit 10 millions ? Ok, quelques personnes disent 10 millions. 10 milliards. Oh, 10 milliards. 10 milliards et 100 milliards. C'est des sommes, on n'arrive pas à se représenter. Je ne sais pas si vous représentez 100 milliards, 10 milliards. Pour moi, voilà, j'ai beaucoup de mal. La réponse, c'est 10 milliards. Alors attention, c'est environ. Environ, nous dépensons, nous Français, chaque année, environ 10 à 20 milliards d'euros pour acheter de l'alcool. J'ai regardé à quoi ça correspondait. C'est grosso modo l'équivalent du trou de la Sécu, je crois. Ça représente beaucoup d'argent. Ce sont des chiffres qui viennent de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Ce sont des chiffres qui remontent un petit peu. C'est assez difficile d'avoir ces évaluations. Mais l'OFDT, plus tard la Cour des comptes, enfin voilà, on sait que c'est de cette ampleur. Alors, nous dépensons... L'alcool, vous savez, en France, c'est considéré comme une denrée alimentaire préemballée. Et ça représenterait 5 à 10% de nos paniers de courses. Quand on va dans un supermarché, il y aurait 5 à 10 euros sur un panier de courses de 100 euros environ. La boisson la plus consommée, ça reste quand même le vin. On sait que la consommation de vin a beaucoup diminué, mais c'est plus de la moitié de l'alcool qui est consommé en France aujourd'hui encore. En moyenne, nous consommerions à peu près 2 verres par jour et par adulte. Alors c'est une moyenne, certaines personnes ne boivent pas, d'autres boivent beaucoup plus. On sait également que 82% des Français déclarent avoir bu de l'alcool au cours de l'année écoulée. Donc ça veut dire que c'est vraiment un produit qui est extrêmement répandu dans nos familles. Et voilà, la grande majorité des personnes boivent de l'alcool, ce qui fait que ça peut être difficile pour une personne qui ne boit pas. Et on paye assez cher cette appétence pour l'alcool, parce que je précise qu'on est parmi les plus gros consommateurs au monde, hein. On fait partie du top 10 des consommateurs d'alcool. On le paye très cher. Savez-vous combien de personnes meurent chaque année à cause de l'alcool ? Par jour, là. Il faut multiplier par 365. C'est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac, 41 000 décès, ce qui fait à peu près 110 morts par jour. C'est étourdissant, voilà. Nous qui travaillons dans ce domaine, on se dit, finalement, c'est un sujet, en parler avec nos enfants à la maison, c'est aussi avoir tout ça quelque part dans un coin de notre tête, parce qu'on a tous évolué finalement dans une société où l'alcool est omniprésent, où il y a un poids économique, où on a des pratiques culturelles de consommation. Et du coup, moi, je vois beaucoup de parents qui se disent, mais comment je m'y prends en fait, parce que je veux pas non plus aller à l'encontre de toute une culture. Donc voilà, il y a cet aspect-là du sujet. Autre chose que j'ai remarqué en parlant avec des gens, c'est que finalement, nous sommes nombreux à consommer de l'alcool, mais on ne sait pas toujours ce que c'est que ce produit. Est-ce que vous connaissez le nom chimique de l'alcool ? L'alcool pur, présent dans les boissons alcoolisées. Alors, est-ce que c'est l'éthanol, l'hydralcool, le méthanol, l'azote gamma ou l'acide éthanoïque acétique ? Qu'est-ce que vous diriez spontanément ? Éthanol ? Oui, vous avez bien vu. Vous avez raison, c'est l'éthanol. Donc l'éthanol, c'est ce qu'on appelle un psychotrope. Ça se présente sous la forme d'un liquide transparent qui sent très fort, l'alcool pur, l'éthanol. Et il est considéré comme un psychotrope, ça veut dire qu'il agit sur le cerveau et il est susceptible d'entraîner une dépendance. Depuis 1991 à peu près, en France, on reconnaît que l'éthanol est une drogue en fait.
C'est une drogue qui est licite, c'est un petit peu notre drogue nationale, mais du point de vue pharmacologique, c'est une drogue. Et vous savez comment on fabrique de l'éthanol dans la nature ? En fait, l'éthanol, c'est le résultat de la fermentation. Quand un fruit une pomme qui tombe d'un arbre, elle va fermenter, ça fait de l'éthanol. Certains mammifères, certains oiseaux en boivent et peuvent être ivres. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'on pense souvent à l'alcool sous l'angle soit de la culture, soit du goût, mais la question de l'éthanol, ce produit qui est présent dans les boissons alcoolisées, quand on parle avec des enfants ou des adolescents, c'est hyper intéressant parce que ça les intéresse de connaître ses propriétés. Moi, j'interviens beaucoup dans des établissements scolaires et dans les évaluations, les jeunes disent « Ah, c'est super intéressant de comprendre ce qu'est l'éthanol » parce que c'est une substance qui a plein de propriétés assez étonnantes et qu'on verra tout au long de la conférence. Maintenant, souvent, moi, j'ai des gens, dès qu'il s'agit de jeunes, parfois, les parents, les grands-parents, ils disent « Mais boire du vin, c'est quand même moins dangereux que de boire de la vodka. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, qui dit faux ? Oui. Alors, qui veut m'expliquer pourquoi c'est faux ? Ce serait faux. Ça dépend de la quantité, ça dépend du degré. En dose bar, c'est la même chose. Alors, pour nous, en tout cas, pour nous qui nous intéressons à la prévention, à la dictologie, en fait, on s'intéresse à l'éthanol. C'est combien une personne boit d'éthanol. Et en fait, dans n'importe quel verre standard de boissons alcoolisées, c'est-à-dire une dose bar, ce qu'on vous sert dans un bar ou un restaurant, il y a toujours la même quantité d'éthanol. Et ça, c'est une information hyper importante à délivrer aux jeunes. Alors bien entendu, vous le savez, la vodka est beaucoup plus concentrée. Grosso modo, il y a 40% d'éthanol dans de la vodka. Donc si vous vous servez un ballon, un verre de vin, vous y versez de la vodka, vous buvez ça vous fait énormément d'éthanol, on est d'accord. Mais dans un verre standard, c'est tout petit, les shoots de vodka, donc il n'y a pas autant d'éthanol que si on avait un grand verre. Après, ce qui va changer, bien entendu, c'est la vitesse. Si vous buvez cul sec un verre de vodka, l'éthanol va instantanément monter au cerveau, l'alcoolémie montera très vite. Tandis que si vous sirotez un verre de vin pendant un repas, l'alcoolémie montera moins vite. Mais on peut aussi boire cul sec un verre de vin. Et on peut siroter un shoot de vodka, et c'est l'inverse qui se produit. Donc c'est vraiment pas la boisson. Et ça, c'est important parce que souvent on dit les jeunes s'alcoolisent pas avec du vin, donc c'est plus dangereux. Mais en fait, pour nous, c'est vraiment la question de l'éthanol. Et si je vous demande combien y a-t-il d'éthanol dans un verre standard, est-ce que vous savez ? Ça représenterait quoi la quantité dans un verre de vin ? Est-ce que vous savez ? Si vous voulez de l'éthanol, de l'alcool pur, ce qui va s'en rapprocher le plus, c'est l'alcool de pharmacie. En fait, c'est de l'éthanol dans lequel on rajoute des substances pour empêcher les gens de le boire. Donc, quand vous allez en pharmacie, que vous achetez de l'alcool à 90 degrés, grosso modo, c'est de l'éthanol. Il y en a aussi dans les gels hydroalcooliques de l'éthanol. D'ailleurs, pour la petite histoire, pendant la crise sanitaire, des marques d'alcool ont cédé au ministère de la Santé leur stock d'éthanol pour faire du gel hydroalcoolique quand on n'en avait plus. Donc, c'est le même produit. On utilise aussi de l'éthanol dans plein de produits de la vie courante, dissolvants, donc il faut vraiment avoir en tête que c'est toujours ce produit. Et donc, dans un verre standard de n'importe quelle boisson alcoolisée, et ça c'est un premier message important à délivrer aux jeunes, il y a toujours la même quantité d'éthanol. Et ça représente 10 grammes, 12 millilitres. Je vais vous le montrer pour que vous vous en souvenez. Cette conférence, ça fait longtemps que je la fais et souvent, quand je croise des gens, ils me disent « Ah, à l'apéro, je parle toujours de votre cuillère à soupe. » Donc 12 millilitres, grosso modo, c'est une cuillère à soupe. Et en fait, dans n'importe quel verre standard d'une boisson alcoolisée, il y a toujours 12 millilitres d'éthanol. Et ça, je vous dis, en parler, et même avec des enfants, c'est une manière très simple d'expliquer à un enfant, voilà, une boisson alcoolisée, c'est une boisson, alors il y en a plein de différentes dans leur goût, dans leur fabrication, mais il y a quand même toujours 12 millilitres d'éthanol. C'est pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs, on déconseille de faire goûter même une petite coupe de champagne à un enfant, parce que lorsque vous servez une petite coupe de champagne à un enfant, en fait, vous lui servez de l'éthanol.
Et on sait aujourd'hui, on verra toutes les propriétés de l'éthanol, que ce n'est pas une bonne idée de faire goûter tôt de l'éthanol à un enfant. Petit avertissement aussi pour les parents d'ados. Les marques d'alcool sont très intéressées par le marché des adolescents. D'ailleurs, la plupart des marques, que ce soit de vêtements. Alors, il faut savoir que les marques d'alcool développent des produits qui ciblent directement les adolescents. Officiellement, ce sont les 18 ans et plus, mais dans les faits, vous allez dans un collège, dans un lycée, ces marques sont très connues. Celle-ci, par exemple, c'était à l'origine un mélange de bière, de vodka, beaucoup de sucre, beaucoup d'arômes. Pourquoi du sucre, à votre avis ? Oui, parce que le palais adolescent, il n'aime pas l'amertume de l'alcool. En fait, le palais adolescent, il est encore un peu enfant, donc il recherche le sucre, et le sucre dissimule le goût de l'alcool. Là, dans un prémix tel que celui-ci, il peut y avoir l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe d'éthanol. Ce sont des produits qui sont plus forts que des verres standards. En plus, dans des canettes de 33 centilitres, les jeunes, ils les ouvrent, et on les finit une fois qu'elles sont ouvertes. Et le plus vicieux, c'est un produit qui a été mis sur le marché récemment, qui s'appelle la Vaudy. Tous les gamins m'en parlent. Alors là, 4e, 3e, ils connaissent tous ça. Je ne sais pas si c'est fréquent à Agen. En tout cas, en Bretagne, c'est très fréquent. La Vaudy, ça vise les jeunes. C'est de la vodka, beaucoup de jus de fruits et une boisson énergisante de type taurine, un peu comme du Red Bull. Parce que les marques d'alcool ont observé que les adolescents qui sont nomades font leur propre mélange, et très souvent c'est un mélange d'un spiritueux, il peut y avoir de la bière aussi, beaucoup de fruits et du Red Bull en général, pour tenir longtemps. Aujourd'hui, voilà, c'est vendu dans les supérettes du coin, les jeunes savent exactement où s'en procurer, et il y a tout un marketing, notamment sur TikTok, pour faire connaître ces Vaudy. Ça a été, en termes de vente, en moins d'1 an, on a vu apparaître ce truc. Et aujourd'hui, moi, je vous dis, les jeunes que je rencontre, ils connaissent tous ce produit. Ouais. Donc voilà, on a déjà vu cette question de l'éthanol, qui est un sujet dont on peut commencer à parler avec nos jeunes. Donc vous voyez, ce sont nos petits verres standards. Alors les jeunes, ils disent dose bar plutôt. Si vous parlez avec des étudiants, utilisez ce terme-là, dose bar. Ils connaissent un petit peu parce que de plus en plus, ils ont des temps de sensibilisation. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'en général, ça fait partie des choses qui sont heureux d'avoir compris. Le slogan qu'on entend de Santé publique France, maximum de verres par jour et pas tous les jours, c'est effectivement, vous l'avez dit, un compromis que les autorités de santé ont trouvé. En fait, ce slogan, il est assorti de plusieurs avertissements. Et si vous avez des enfants, écoutez bien. Le premier avertissement, c'est que ce sont des repères de consommation à moindre risque qui ne concernent que les adultes, c'est-à-dire des individus dont toute la phase de maturation, et notamment de maturation du cerveau, est totalement achevée. Donc, ce n'est pas un repère qui concerne vos adolescents. On ne dit jamais ce genre de choses à un ado, on le verra. Deuxièmement, ça concerne des personnes qui n'ont pas de problème de santé, qui ne prennent pas de médicaments, des personnes qui ne sont pas en situation de grossesse ou avec un projet de conception, des personnes qui n'ont pas d'autres pathologies, qui ne sont pas dans des situations, par exemple, professionnellement, d'avoir des conduites d'engins, etc. Donc, ça concerne une partie de la population. Et il est vrai que pour des personnes qui, pour des raisons familiales, génétiques ou autres, sont plus fragiles en termes d'addiction, 2 verres par jour, ça peut aussi être bien embêtant. Surtout si vous commencez à 20 ans, 2 verres par jour, même si ce n'est pas tous les jours. Donc on voit bien que c'est la difficulté d'avoir un message universel qui en réalité ne s'adresse qu'à une petite partie de la population. Et par contre, si je vous demande à quel âge, en moyenne en France, a lieu la première cuite, la première ivresse, est-ce que vous diriez 15, 17, 19 ans ou un autre âge ? Et alors, c'est plus jeune qu'autrefois ou c'est plus tard qu'autrefois ? Plus tard. On n'a pas des études depuis très longtemps, seulement depuis 20-30 ans, et ça reste... Ma génération, il y a 30 ans, nos premières ivresses en moyenne se faisaient aussi il y a 15 ans. Parfois, je m'amuse en formation avec des groupes, chacun note son âge de première ivresse, et on arrive très souvent à 15 ans. Ça reste relativement stable. Alors attention, ce n'est qu'une moyenne. Il y a des enfants qui connaissent leur première ivresse vers 11 ans. Même plus jeunes, j'en ai rencontré, oh mon Dieu, beaucoup plus jeunes. Et puis d'autres beaucoup plus tard ou jamais. Ça reste une moyenne. Mais c'est vrai que 15 ans, pour nous qui travaillons en prévention, c'est très, très tôt. Je vous expliquerai pourquoi on considère que c'est vraiment pas une bonne idée de s'alcooliser à 15 ans. Mais voilà, il faut le savoir. Moi, j'ai mon deuxième qui est en plein dans la tranche d'âge
Et régulièrement, il rentre à la maison en me disant « Oh un tel a pris sa première cuite ». Il m'en parle parce qu'on parle beaucoup d'alcool à la maison. Donc voilà, on en parle de manière ouverte. Mais très régulièrement, il constate que ça y est, un copain a pris sa première cuite, tout comme ça peut être sa première cigarette, sa première vape, etc. Mais ce sont dans ces années charnières de fin de collège, début lycée, que s'installent les premières consommations. Pas chez tous les jeunes, ce ne sera peut-être pas le cas de votre ado, mais il faut savoir que c'est dans cet âge de la vie. Et d'ailleurs, je pense que personne ici ne me contredira, les personnes qui développent un problème avec un produit plus tard, quasiment toutes vont dire qu'elles ont commencé à l'adolescence. C'est vraiment le moment où il se joue plein de choses. Ça ne veut pas dire que tous les ados vont développer un problème avec l'alcool, pas du tout. Vous le savez aussi bien que moi, l'addiction à l'alcool, c'est multifactoriel. Il y a des différences génétiques, familiales, psychologiques. Tout le monde ne développera pas une addiction à l'alcool. Néanmoins, le rapport à l'alcool de certains ados laisse à penser qu'il y a quelque chose là qui se passe et qui est particulièrement préoccupant. C'est une période de la vie hyper importante, l'adolescence. Quelques chiffres. 15 ans, l'âge de la première ivresse en moyenne. En France, on a une particularité, c'est que nous faisons goûter de l'alcool en famille à nos enfants. Un jeune sur 3 à 11 ans a déjà bu de l'alcool. C'est beaucoup plus tôt que dans la moyenne des pays européens. 4 millions de mineurs disent avoir déjà bu de l'alcool alors qu'ils n'ont pas l'âge légal d'en acheter. En théorie, il est interdit de vendre ou de céder à titre gratuit dans l'espace public de l'alcool à un mineur. Donc on voit bien qu'il y a une grande complaisance sociétale quant à la consommation d'alcool des mineurs. 10% des mineurs disent s'être sentis déjà obligés de boire, alors qu'ils n'en avaient pas envie. Ils le disent dans des soirées, dans des fêtes où il y a la pression des copains. Il faut boire pour être comme si tu bois pas, t'es pas drôle. Mais ils le disent aussi de leur famille. La première expérimentation d'alcool, en général, se déroule en famille. Souvent, c'est dans les fêtes de famille. On va proposer plutôt du champagne. C'est rare qu'on propose de la vodka comme première goutte d'alcool. Ça va être un peu de vin, un peu de champagne. Et ben, les mineurs, dans les enquêtes, ils disent qu'ils n'ont pas aimé ça. En général. Ni le goût, ni la pression. C'est pas la vraie première expérimentation qu'ils apprécient, c'est plus tard avec les copains. Mais ça nous amène à nous questionner en tant qu'adultes. C'est quand même le seul psychotrope qu'on fait goûter à nos enfants. L'OFDT a interrogé 20 000 jeunes de 17 ans. Chaque jeune a cité quelques marques d'alcool. Ils ont tout réuni ça et en tout, les mineurs ont cité 105 marques d'alcool. Les mineurs en France sont surexposés à la publicité en faveur des boissons alcoolisées. Dans l'espace public, moi je photographie des pubs devant les écoles, les collèges, les lycées, sur les campus universitaires, devant les centres de soins en alcoolologie. Il y a des pubs pour de l'alcool partout. Les enfants sont surexposés à ces pubs. Ils sont surexposés dans les points de vente. Dans certains pays, on ne voit pas la publicité dans les magasins. Les enfants, il y a des panneaux pour dissimuler les boissons. Ils sont surexposés dans les films, les séries. J'ai une petite adolescente, 15 ans, qui est venue me voir en fin d'intervention en me disant que son héros, il buvait telle marque de vodka et que ça lui donnait envie dans une série. Vraiment, il y a des études scientifiques qui montrent que plus un mineur est exposé à des publicités en faveur des boissons alcoolisées ou à d'autres messages positifs, plus ça donne envie de boire et d'essayer ces boissons. Donc ça veut dire que pour nous, parents, on a aussi un enjeu d'essayer de les protéger de tout ce marketing. Parce que nous, on peut essayer de leur donner des informations de prévention. On a quand même toutes ces incitations qui viennent de l'extérieur. Et enfin, je vous disais qu'il y avait quand même de moins en moins de jeunes qui boivent de l'alcool, mais il n'empêche qu'il y a toujours aujourd'hui plus d'un tiers des jeunes de 17 ans qui déclarent s'être alcoolisés massivement au moins une fois au cours du mois écoulé. Ce qu'on appelle API, alcoolisation ponctuelle importante, c'est 5 verres ou plus en une occasion. L'OFDT, c'est l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Vous l'entendrez plusieurs fois au cours de la soirée. C'est un observatoire national et c'est l'organisation qui mène le plus d'enquêtes, notamment sur les consommations d'alcool et d'autres produits chez les adolescents. On a beaucoup de chiffres sur les collégiens scolarisés, ça nous permet de comparer avec d'autres pays européens, et sur cette cohorte de jeunes de 17 ans, parce qu'ils passent leur journée de préparation à la défense et ils ont un questionnaire. Voilà. Après, ils croisent, parce qu'il y a du déclaratif, il y a des enquêtes par observation, mais ce qui fait qu'on connaît bien le comportement de nos jeunes. Et on peut voir, grâce à ces travaux, les évolutions sur les années. Voilà, donc un mineur sur 3 à 17 ans déclare s'être alcoolisé massivement au moins une fois au cours du mois écoulé. Et qui dit alcoolisation massive à 17 ans dit prise de risque
importante, on verra ça. Tout à l'heure, je vous disais, Santé publique France insiste, sans donner de tranche d'âge, sur le fait que pendant toute la phase de maturation du cerveau, mieux vaudrait ne pas boire d'alcool. Alors, selon vous, le cerveau d'un jeune termine sa maturation à 18, 21, 25 ans ou bien jamais? Est-ce que le cerveau continue sa maturation toute la vie? Alors, qui dit 18? 21? Qui dit 25? Ouais, ça, c'est une information hyper importante à connaître. Ça fait pas très longtemps que les parents le savent. Dans certains pays à l'étranger, il y a 20-30 ans, déjà, les autorités de santé expliquaient aux parents, attention, le cerveau de votre adolescent n'est pas mature avant 23, 24, 25 ans. On m'a dit récemment que les filles ont un cerveau mature 3 ans en moyenne avant les garçons. Pour les filles, ce serait plutôt 21, pour les garçons 24. Bon, en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'avant 25 ans, il est déconseillé de consommer de l'alcool pour une raison très simple, c'est que le cerveau est beaucoup plus vulnérable à l'éthanol. Lorsqu'un jeune consomme de l'alcool, vous savez ce qui se passe, vous buvez un verre de n'importe quelle boisson alcoolisée, l'éthanol, qui est une toute petite molécule, l'éthanol traverse les membranes de l'œsophage, de l'estomac, etc. Et cette toute petite molécule, elle va dans le sang, et le sang l'achemine partout. Dans l'absolu, on a de l'alcool dans les cheveux, dans le bout des ongles, on peut retrouver de l'éthanol partout. Toute petite molécule. Et l'éthanol, bien entendu, monte au cerveau. C'est ce qui fait qu'après avoir bu un petit verre de vin, en général, on est détendu. C'est l'éthanol qui arrive dans notre cerveau et qui a ce petit côté apaisant, agréable. Et puis, un deuxième verre, on va peut-être se sentir un peu euphorique, etc. Donc, c'est le principe même de l'ivresse. Alors là, il y a 2 problèmes pour ce cerveau adolescent qui est immature. Le premier problème, c'est que les neurones sont fragiles. Or, l'éthanol est un neurotoxique. Ça m'embête d'avoir plein de mauvaises nouvelles comme ça à vous annoncer, mais ce sont des travaux aujourd'hui de plus en plus poussés. On sait que l'éthanol est neurotoxique. Et à quantité égale d'alcool consommé, ça va endommager plus de neurones chez un adolescent, dont le cerveau est encore en maturation, que chez un adulte. Alors, il y a une régénérescence des neurones, je vous rassure, ne paniquez pas. Un ado qui prend une cuite, ça pourra rentrer dans l'ordre, mais il ne faudrait pas que ça se répète. Et en tout cas, c'est jamais bon pour son cerveau. Deuxième problème, vous savez comme moi que l'addiction est associée au circuit de la récompense. C'est ce circuit dans le cerveau qui régule nos sensations de plaisir, etc. et qui, chez certains individus, est plus sensible que d'autres. Chez les adolescents, le circuit de la récompense est immature. Il est beaucoup plus sensible. Le plaisir est plus important. L'appétence va être plus importante. L'alcool, il y a toujours un goût de reviens-y, encore plus chez un ado. Et surtout, ça fait un peu comme une clé. Lorsque vous mettez de l'éthanol dans un cerveau adolescent, ça active le circuit de la récompense qui va rechercher d'autant plus cette molécule. C'est la raison pour laquelle, vraiment, dans beaucoup de pays depuis longtemps, et puis depuis quelques années en France, la consigne, c'est essayons de retarder au maximum la première goutte d'alcool et, a fortiori, la première ivresse. Parce que ce jeune cerveau est plus fragile, plus vulnérable. Sans compter que nos ados, vous les connaissez, on dit souvent qu'ils ne sont pas finis. Ben oui, leur cerveau n'est pas mature. C'est beaucoup plus difficile à l'adolescence de prendre des décisions éclairées. Parce que le cortex préfrontal qui permet de prendre des décisions, d'anticiper les conséquences de ses actes, n'est pas encore mature. Il n'est pas câblé avec le reste du cerveau. Vous mettez de l'éthanol là-dedans. L'éthanol, c'est un désinhibant. L'éthanol, ça vous pousse à faire des trucs que vous ne feriez pas en temps normal. Donc, sur un cerveau adolescent qui a déjà du mal à anticiper les conséquences, dont les émotions sont hyper exacerbées, mais c'est une bombe à retardement. C'est la raison pour laquelle vous allez dans n'importe quel service d'urgence, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Moi, je côtoie des pompiers, des représentants des forces de l'ordre, des urgentistes, mais malheureusement, des ados qui arrivent à l'hôpital, c'est très fréquent. Alors, c'est pas toujours dramatique, mais il faut savoir que les jeunes payent quand même un lourd tribut de leur consommation d'alcool. Ils sont d'ailleurs les premières victimes d'accidents sur fond d'alcool. Donc, tout ça pour vous dire que si vous ne vous sentez pas légitime en tant que parent, grand-parent, éducateur, à aborder ce sujet de l'alcool avec votre ado, sachez qu'il y a 1001 raisons de le faire, notamment pour protéger leur cerveau. Et quand vous leur expliquez ça, je vous assure qu'ils sont
hyper contents de le savoir. C'est un sujet, le fonctionnement de leur cerveau, qui passionne les adolescents. J'ai jamais vu un ado qui me dit qu'il en a rien à faire du fonctionnement de son cerveau. Peut-être certains vont continuer à boire, mais ils ont besoin de connaître tout ça. Donc voilà, c'est important de savoir que le cerveau des ados est plus sensible aux effets de l'alcool et qu'il est plus vulnérable. À votre avis, mauvaise idée, ne faites pas ça. Un papa qui prendrait une cuite avec son ado. On va dire que toute chose égale par ailleurs, le papa il boit pas d'alcool, enfin ils ont même corpulence, on va dire même génétique, tout ça. À quantité égale d'alcool consommé, qui va tomber endormi en premier, le papa ou l'ado? Qui dit l'ado? Eh bien vous êtes tombé dans le piège. Spontanément, on a l'impression que c'est l'ado. On se dit son cerveau est immature, l'ado va s'endormir. Eh ben non. Et ça, c'est hyper important de le savoir et de l'expliquer à vos jeunes. Le cerveau adolescent est moins sensible que celui d'un adulte à l'effet sédatif de l'alcool. L'alcool, au bout d'un moment, après l'euphorie, de l'ivresse et tout ça, ça finit par endormir. Et ça peut même, si on continue à en boire, mener au coma. Il y a un effet un peu léthargique. Or, l'adolescent n'est pas sensible à l'effet sédatif de l'alcool, il ne s'endort pas, l'adolescent. Donc le père va s'endormir et ça le protège, parce que quand vous dormez, normalement, vous ne buvez plus, mais l'ado, il reste éveillé. Il reste éveillé, donc il peut continuer à boire. C'est pour ça qu'il y a tant d'accidents et que les ados se retrouvent parfois avec des alcoolémies délirantes. Parce qu'il y a cette appétence pour l'alcool, c'est difficile de s'arrêter au bout d'un verre ou deux, et puis ils vont continuer. Et si en plus ils boivent des boissons énergisantes, donc mon fameux Vaudi de tout à l'heure, ils sont encore plus éveillés. Et ça, c'est important de leur dire aussi aux jeunes. Attention, parce que on perd plus facilement le contrôle, on reste réveillé, et l'alcoolémie peut monter très haut en soirée. Tout ça pour vous dire que je ne veux pas vous faire paniquer. La plupart des adolescents, ils vont faire leurs expérimentations, ils passeront à autre chose, les soirées se termineront bien, ils ne vont pas tous devenir alcoolodépendants. C'est inutile d'exagérer et de paniquer. Mais attention, donc ne dramatisons pas, mais ne banalisons pas non plus. Parce qu'on ne sait jamais au départ ce qui peut se passer, parce que des soirées qui dérapent, des jeunes qui partent, qui se retrouvent avec des difficultés, il y en a malheureusement beaucoup trop. Donc ne dramatisons pas, mais ne banalisons pas. Et ce qui est important, c'est de bien se renseigner et puis, surtout, on le verra, de dialoguer, d'échanger ces infos avec nos jeunes. Alors, maintenant, nos représentations. Un petit truc que je trouve hyper intéressant toujours. Si je vous dis que à consommer avec modération, c'est un message sanitaire préventif obligatoire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que c'est le ministère de la Santé qui oblige les marques d'alcool à dire « il faut consommer avec modération » ? Qui dit oui ? Qui dit non ? Pourquoi vous dites non ? Ceux qui disent non, c'est pas un bon message, mais le ministère de la Santé délivre peut-être un mauvais message pour se donner bonne conscience. Et donc le ministère de la Santé les encourage. Vous connaissez pas l'histoire de ce slogan ? Oui, il y a un monsieur ici qui... Oui, la notion de modération, ouais. Ce serait un mauvais message. Donc il faudrait éviter de dire à notre enfant « tu boiras plus tard avec modération ». Alors, vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'on est à la frontière, je trouve, à la fois de la sociologie et puis de ce qui se passe dans l'intimité de nos familles. Dans les années, je crois que c'était fin des années 80, début des années 90, les autorités de santé, voyant tous les problèmes d'alcool en France, ont décidé d'obliger les marques d'alcool de mettre un avertissement sanitaire sur leur publicité. Et ce message, c'est pas du tout à consommer avec modération. Le seul slogan sanitaire obligatoire, c'est « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ». Point. Le ministère de la Santé, il n'oblige personne à écrire « à consommer avec modération ». Donc ça, c'est le slogan qui a été choisi par les autorités de santé. Mais vous comprenez bien que pour les acteurs économiques, c'est pas vendeur. Le mot « dangereux », on n'a pas envie de l'avoir quand on vend un produit, sur notre produit. C'est oulala, ça n'encourage pas à l'acte d'achat. Donc, les communicants de l'alcool, qui sont, il faut le reconnaître, brillants, ils ont trouvé ce slogan sorti du chapeau, à consommer avec modération. Et en fait, les marques d'alcool l'ajoutent volontairement pour atténuer la dimension anxiogène du mot dangereux. Donc le cerveau du consommateur, de la consommatrice, c'est dangereux, un petit blocage, mais soulagement, à consommer avec modération. C'est une injonction à consommer, il faut consommer,
Et avec modération, vous avez tout à fait raison, monsieur, ça ne veut rien dire, rien du tout. En Belgique, des sociologues ont fait une étude, ils ont demandé à plein de Belges de définir la modération. Eh bien, ils ont eu presque autant de réponses que de Belges. Chacun définit la modération en fonction de sa propre consommation, de ses représentations. Ça ne veut rien dire. Si je ne bois de l'alcool que le week-end, je vais dire moi je bois que le week-end, je suis modéré. Si je bois un verre par jour, je vais dire la modération c'est un verre par jour, etc. Or, si vous avez des enfants, vous savez qu'avec les enfants, il faut être précis. Il faut donner des données exactes, des repères. Si vous dites à un enfant « ce qu'il faut, c'est boire avec modération », vous ne dites rien. Et à un ado, encore moins. Les jeunes ont besoin de données scientifiques, rigoureuses, exactes. D'ailleurs, pour la petite histoire, Santé publique France a réuni il y a quelques années un comité d'experts qui ont demandé officiellement au ministère de la Santé d'enlever le terme « abus » pour simplement indiquer « l'alcool est dangereux pour la santé ». On attend toujours. Ça n'a pas été acté. Ils ont également demandé l'interdiction du slogan « à consommer avec modération » au motif que ce serait un slogan dangereux parce que ça laisse à penser qu'il y a une consommation d'alcool qui serait à zéro risque. Donc avec un enfant, mieux vaut éviter de dire « il faut boire avec modération ». Avec un enfant, même si vous-même vous buvez de l'alcool, ce qui est important de dire, c'est que oui, c'est un produit qui est dangereux. C'est dangereux à tous les âges, il y a des risques, et encore plus à ton âge, durant l'enfance et l'adolescence. Et d'ailleurs, pour les papas et les mamans qui boivent régulièrement de l'alcool, moi, ce que je leur conseille, c'est déjà de penser à organiser des soirées à la maison sans alcool, de temps en temps, pour pas laisser à penser à leur enfant que boire de l'alcool, c'est incontournable. En fait, on a envie d'être avec des proches, et on peut avoir du plaisir en buvant autre chose. Et de faire attention aux remarques pour les gens qui ne boivent pas d'alcool. Parce que à l'apéro, les enfants, ils sont là. Puis quand il y a quelqu'un qui dit « je ne bois pas ce soir, je voudrais une grenadine », tout le monde se moque. « Mais pourquoi tu ne bois pas ? T'es malade, t'es enceinte ?» Donc ça, vraiment, quand on est parent, c'est hyper important de faire attention à tout ça. Pour montrer aux enfants que, ok, on respecte les gens qui boivent de l'alcool, on n'est pas là pour construire une société forcément... c'est pas ça l'objet, mais on respecte aussi toutes les personnes qui n'en boivent pas, et on n'est pas intrusif. C'est un beau message. On peut aussi leur apprendre des recettes, plus ils grandissent, de boissons sans alcool. Et un truc super à faire, c'est le défi de janvier. Parce que si à la maison, pendant un mois, toute la famille, ou ne serait-ce que les parents disent « moi, pendant un mois, je fais une pause, je ne bois pas d'alcool parce que c'est dangereux, puis je prends ce mois-ci pour faire le bilan sur mon rapport à l'alcool », les enfants, ils grandissent en voyant que l'alcool est un produit qui est tout sauf ordinaire et dont il convient de se méfier. Lorsque les papas, les mamans sont en difficulté avec l'alcool, vous le savez dans vos associations, et lorsque c'est parlé, lorsque l'enfant, on lui explique la maladie de sa maman, de son papa, lorsqu'il vit aussi, c'est hyper instructif pour les enfants. C'est aussi une manière incroyable de faire de la prévention finalement, parce que c'est triste, mais ils découvrent comme ça l'autre facette de ce produit dont on vante tant les mérites partout en France, mais il y a une autre facette que vous connaissez très bien. Et voilà, donc à la fois, on sait que dans des familles qui banalisent l'alcool, les enfants vont avoir tendance eux aussi à banaliser. On sait que dans les familles, par exemple, où les adultes parfois prennent le volant après avoir bu, on sait que les enfants, plus tard, vont avoir tendance à adopter le même comportement. Donc on éduque beaucoup par l'exemple, effectivement. Donc c'est très, très important dans tous les cas de mettre des mots, et des mots justes, voilà. Votre ado, il sort, il va faire la fête. Si vous lui dites « ne bois pas trop », ça ne veut rien dire. Il y a des messages plus précis. Maintenant, si je vous dis « tout ça, c'est bien beau, mais de toute façon, les ados, ils n'en font qu'à leur tête. Ils n'écoutent pas leurs parents. Et vous êtes sympa, Madame Bennec, mais de toute façon, on ne va pas interdire à un adolescent de boire de l'alcool. Si on lui interdit, il boira encore plus. » Donc, interdire à un jeune de boire de l'alcool, ça ne sert à rien. C'est même souvent contre-productif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ? Donc l'ado va faire l'inverse automatiquement de ce que dit le parent, par opposition, par provocation. Est-ce que vous êtes
toutes et tous d'accord avec ça. Moi, j'ai longtemps cru que ça servait à rien d'interdire. Pour tout vous dire, j'étais une jeune tati d'adolescent et moi, je trouvais que, en tant que tati, là, qui avait servir un petit verre, je pensais que je protégeais mes neveux, que je protégeais la relation, puisque c'était un petit peu cool comme ça avec les ados, d'être un peu complice. Et puis, pour écrire sa première cuite, je me suis dit, je vais aller creuser et tout. Et je suis allée voir les résultats des recherches scientifiques, parce qu'on a des recherches là-dessus. Pas beaucoup en France, plutôt dans des pays nord-américains, en Australie, aux États-Unis. Enfin, il y a plein d'équipes de recherche qui se sont intéressées à cette question de l'interdit. Et alors, ça nous apprend quoi ? Ça nous apprend que les adolescents, alors je parle d'adolescents, attention, je parlais de 15-16 ans, enfin encore mineurs. C'est pas, vous savez qu'en fonction de l'âge, on va relativiser. Mais les mineurs qui ont des parents qui leur interdisent clairement de boire de l'alcool, ce sont des adolescents qui, pour certains, en boiront, parce que ça fait partie de l'adolescence, la transgression. Certains vont boire, mais pas tous. Et ceux qui boiront de l'alcool, ils boiront plus tard, en moyenne, en moindre quantité, et ils auront moins de problèmes aussi plus tard avec ce produit. Et c'est très étonnant, ça nous dit que finalement, l'interdit parental fonctionne. Je dis ça, je dis rien en même temps. Parce que cet interdit parental, c'est une chose, mais ce qui est tout aussi important, c'est la manière de poser l'interdit. Si notre relation avec notre ado est toute pourrie, on pourra dire ce qu'on veut, effectivement, il transgressera, il n'aura pas envie. Si on s'entend mal avec notre jeune, la priorité, c'est de rétablir la relation. Si notre jeune ne nous fait pas confiance, il peut y avoir plein de choses dans nos familles. Si on traverse un truc, donc la première des choses, c'est d'abord la relation. Il n'y a pas de prévention s'il n'y a pas une relation de qualité. Pourquoi dans cette image, il ne faut pas interdire ? Mais c'est parce qu'en fait, on confond l'interdit et l'autoritarisme. Quand on est hyper rigide, « Ouais, je te préviens, tu n'as pas le droit de faire ça !» Et puis, vous voyez ? Le côté un peu d'une autre époque, qu'on est hyper comme ça avec nos enfants. Ben oui, on le comprend, il a envie de faire l'inverse. Mais dès lors que l'interdit est posé avec tact, avec amour, qu'il est accompagné d'explications, qui ne tombent pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, eh bien, les ados, ils comprennent que c'est un interdit protecteur. Alors, ils vont peut-être transgresser, donc c'est important de ne pas se dire que parce qu'on interdit, ils ne boiront pas. La qualité de la relation, c'est essentiel. Mais c'est vrai que beaucoup de parents sont en difficulté avec cette question du cadre, parce qu'on leur a fait croire que ça servait à rien. Quand on demande aux adolescents ce qu'ils attendent des adultes, quand bien même ils font les fanfarons, ils vont reconnaître qu'ils attendent des cadres, des limites, de la protection. Alors, ils n'ont pas envie qu'on les étouffe, ils n'ont pas envie qu'on les infantilise, mais ils ont envie qu'on les protège, parce qu'ils savent que leur cortex préfrontal n'est pas mature. Ils le sentent dans leur corps et leur âme. Ils savent qu'ils n'arrivent pas à se poser leurs propres limites. Ils ont besoin que l'extérieur vienne poser des limites. Et un ado qui n'a pas de limites, il peut se sentir abandonné par ses parents ou par les adultes en général. Donc c'est hyper important. Mais c'est difficile parce qu'on ne nous apprend pas vraiment tout ça. Dans les pays nordiques, il y a des ateliers pour les parents pour apprendre à poser l'interdit sur l'alcool, les clopes, le cannabis. Vous faites on fait des groupes de parole, on apprend, ça s'apprend. Voilà. Donc c'est vraiment important de se le dire. D'ailleurs, il y a un petit guide d'Addiction France, Zéro alcool pour les ados. On a fait ce projet ensemble qui propose des pistes sur cette question, comment faire pour essayer de viser le zéro alcool. Alors attention, on a tous conscience quand même que même si on s'entend bien avec notre jeune, il va transgresser. Donc poser le cadre, expliquer pourquoi, expliquer nos attentes et en même temps, notre rôle, c'est aussi de donner des messages, des consignes de sécurité. Parce que peut-être qu'à un moment, pour une raison ou une autre, notre jeune boira, ses copains boiront, etc. Donc voilà, on n'a pas dit que c'était simple d'être parent. Si je vous dis que les ados, de toute façon, ne s'intéressent pas aux risques à long terme, la cirrhose, le cancer, ça ne sert à rien de leur en parler, ça ne les concerne pas, ils vivent dans l'instant présent. Vrai ou faux ? Qui dit faux ? Qui dit vrai ? Vous êtes partagé. Là encore, d'abord, les ados, ça veut tout dire et son contraire. Il y a énormément de différences entre les jeunes, entre un individu et un autre.
Deuxièmement, en fait, on se rend compte que les adolescents, surtout dans la préadolescence, en fait, s'intéressent beaucoup aux questions de santé. On a d'ailleurs un intérêt croissant chez les jeunes gens pour les questions de santé, mais aussi d'environnement. Quand ils ont eu un proche qui a eu une maladie, comme un cancer, ils sont encore plus sensibilisés. Et en fait, les jeunes gens, on a toujours l'impression que voilà, ces sujets ne leur parlent pas, mais ils s'y intéressent. En Australie, il y a une étude qui a montré que les adolescents de 12 ans, les préados, à qui on explique que l'alcool est cancérigène, et bien plus tard à l'adolescence, ils boivent moins que les copains. C'est fou, hein ? Et ça, là encore, ça fait partie de l'éducation à la santé. Il y a des jeunes chez qui ça va avoir un impact, chez d'autres non, mais ça fait partie des informations, comme on le fait sur le tabac, à avoir. Voilà, l'alcool, les risques, tout ça, et puis certains s'en saisiront ou pas. Donc ne présumez pas que votre ado, il n'est pas intéressé par ces sujets. Il le sera peut-être énormément. Si je vous dis tous les jeunes boivent, c'est normal. Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein. Il y a de plus en plus de jeunes qui boivent pas d'alcool. Et si dans votre conversation, vous laissez à penser que c'est la norme et que c'est banal et que tout le monde le fait, en fait, vous faites croire à votre jeune que être adolescent, ça veut dire boire de l'alcool. Donc c'est important de rappeler constamment que il y a certains qui le font, mais beaucoup ne le font pas. Si je vous dis que les ados n'écoutent pas les adultes, vrai ou faux ? En fait, les ados n'écoutent pas les adultes qui leur font la morale, qui les prennent pour des neuneux, qui ne les considèrent pas. Les ados, ils sont comme nous, ils ont besoin de se sentir respectés. Ce qui est très dur pour un ado, c'est de se sentir moqué si vous lui dites « Oh, c'est quoi, franchement, t'as vu comment tu t'habilles, mais t'as vu les séries débiles que tu regardes, mais qu'est-ce que tu passes sur ton jeu à la con ?» Enfin, ça, les ados, c'est comme nous, hein, ils sont hyper... Donc, ils ont besoin d'adultes qui les comprennent, qui les respectent, et y compris sur ces questions d'alcool, ils apprécient d'avoir des conversations respectueuses. Donc voilà, si vous êtes parent, ayez confiance en votre pouvoir de parent. Ne laissez personne vous dire que c'est mort, que c'est foutu d'avance, que de toute façon votre gamin il prendra des cuites, il boira, que vous n'y pouvez rien. C'est pas vrai. Vous pouvez parler, et plus vous commencez tôt à parler avec votre enfant, plus il y a de chances que ça le protège. Sachez que votre ado, il a besoin de votre présence, il a besoin de cadre, il a besoin de limites. Il vous écoute. Tout ce que vous lui dites à propos de l'alcool, il l'enregistre. Il ne vous le montre pas, mais ça reste dans un coin de tête. Peut-être que ça ne lui servira pas tout de suite, mais peut-être que dans 1 an, 2 ans ou pas. Il vous écoute et vous avez beaucoup plus d'influence que vous ne le pensez. Le parent, c'est l'adulte qui a le plus d'influence sur toute la vie de son enfant. Donc, ayez confiance en votre pouvoir, que ce soit sur l'alcool, le tabac, le cannabis ou les autres produits. Ne lâchez pas le morceau. Aux États-Unis, il y a une grande campagne qui martèle aux parents « Votre ado vous écoute, parlez-lui d'alcool. Parlez-lui. » Des petites conversations, des petits sujets, parlez d'alcool. Même quand vous croyez qu'il ne vous écoute pas, il vous écoute. C'est hyper important. Donc on a vu jusque-là que ce qui comptait en prévention, c'est la posture, une relation de qualité, poser des interdits protecteurs, expliquer ses attentes, superviser aussi. On sait que quand on suit ce que fait notre jeune au moment de ses premières soirées, ça limite les risques. On sait qu'il est aussi important, deuxième pilier de la prévention, de donner des informations essentielles, des informations scientifiques. Plus vous allez vous renseigner, connaître les risques, connaître les effets, plus vous allez en parler régulièrement avec votre ado, mieux c'est. Mais on sait aussi que tout ça, ça ne suffit pas. Vous avez entendu parler des compétences psychosociales. Aider un jeune, quand vous aidez votre enfant à identifier ses émotions, à avoir de l'esprit critique, à savoir gérer son stress, vous faites aussi d'une certaine manière de la prévention, parce qu'on sait que ce sont des compétences qui protègent. Et puis plus vous allez aussi l'ouvrir au monde et l'aider à prendre de saines prises de risques, à travers le sport, la musique, les voyages ou d'autres choses, plus aussi vous allez lui donner une alternative aux conduites addictives. C'est toute la politique d'un pays comme l'Islande, d'ailleurs, qui, pour protéger ses ados, encourage les jeunes à prendre des risques sains à travers des pratiques très avancées de sport, de musique, etc. Donc voilà, c'est un peu les 4 éléments importants. Tout ça pour vous dire que vous faites en fait déjà beaucoup de prévention sans le savoir. En fait, vous en faites déjà énormément au quotidien. Alors, par rapport, justement, je vous disais à l'instant, quand on parle d'alcool, avec un ado ou même avec un enfant, moi je dis qu'on peut commencer très tôt à le faire, même vers 5-6 ans. On peut commencer à avoir des discussions avec son enfant. Ce qui compte, c'est toujours commencer par l'interroger. Par exemple, vous rentrez d'un mariage, il y avait des personnes alcoolisées. « Oh, qu'est-ce qui s'est passé au mariage ? Qu'est-ce que tu as vu ?
Tonton, il était comment? Est-ce que tu sais pourquoi il était comme ça? Et votre enfant, il va vous parler. Il va vous dire ce qu'il a observé. Ça peut être une publicité devant l'école. Moi, mes enfants, ils m'ont tellement vu m'énerver quand je voyais des publicités devant leur école qu'on a eu beaucoup de conversations sur les publicités. Parce qu'ils les regardent, ils les trouvent belles. Ça, toujours, à ton avis, c'est quoi? Et en fonction de ce que votre enfant vous répond, vous allez adapter la conversation. Vous pouvez lui demander, est-ce que tu sais ce que c'est que l'alcool? Est-ce que toi, à ton avis, plus tard, tu en boiras? Qu'est-ce qui se passe quand des adultes boivent de l'alcool? Ouvrir la conversation, ça peut vous amener sur des choses incroyables. Vous n'imaginez pas ce que son petit cerveau d'enfant a enregistré et la manière dont il a analysé tout ça. Même à 7-8 ans. Vous pourriez être surpris. Donc, toujours commencer par l'interroger. Avec un ado, ce qui est intéressant, c'est pas d'y aller frontal. Ça peut être de lui dire est-ce que dans ta classe, il y a des jeunes qui ont déjà bu de l'alcool? Est-ce que tu connais ce produit? Est-ce que tu as des copains qui ont déjà été ivres? Est-ce qu'on t'en a déjà proposé? Vous voyez, des questions comme ça, sans insister s'il n'a pas envie de vous en parler. Mais si vous dit un truc, saisissez l'occasion pour en discuter. Ah ouais, il a déjà été ivre, ton copain, mais tu sais pourquoi? Ayez des conversations. Parfois, c'est plus facile de parler des copains que de lui-même. Vous pouvez aussi lui demander, si quelqu'un te propose de l'alcool, comment tu vas réagir en soirée? Pour réfléchir avec lui aux solutions pour refuser un verre. Vous voyez, toutes ces conversations-là, elles sont importantes. Une conversation sur l'alcool, ça n'a pas besoin d'être un grand discours d'alcoolologie qui dure 2 heures. Des petites conversations régulières, c'est beaucoup plus efficace qu'un grand cours magistral avec votre ado. En fait, l'alcool devrait être un sujet dont on parle au quotidien, comme ça, qu'on saisit chaque occasion. C'est bien sûr important de s'adapter à l'âge de votre enfant, à sa maturité, à son niveau d'expérience et d'adapter vos objectifs. Avec un tout petit, votre objectif, retardez le maximum la première goutte d'alcool. Ne laissez personne servir de l'alcool à votre jeune si vous considérez que c'est non. Ça, c'est un objectif très précis, très important. Plus tard, ça va être l'aider à dire non en soirée. Faire en sorte de retarder les consommations. En fonction de l'âge, vraiment, donnez-vous des objectifs. Si vous êtes le parent d'un jeune majeur qui consomme de l'alcool, là, votre objectif, c'est de vérifier qu'il a bien tous les messages de sécurité, d'avoir des discussions régulières avec lui pour voir où il en est, lui faire savoir que vous êtes là jour et nuit, qu'il peut vous appeler en pleine nuit. Donc vraiment d'adapter votre discours à l'âge de votre enfant, à son niveau de maturité et à son rapport au produit. Une règle essentielle, pas d'exagération, pas de minimisation. Exagérer, c'est « Comment ça? T'as goûté de l'alcool? À ton âge? Mais t'abîmes ton cerveau, tu vas devenir alcoolique. » Ça, c'est exagéré, on est d'accord. En même temps, c'est « Oh, t'as goûté un peu d'alcool, écoute, tout le monde fait ça à ton âge, c'est pas grand-chose. Oh, une petite cuite de temps en temps, tu évites de recommencer, vous voyez ?» En fait, c'est toujours essayer d'avoir une posture équilibrée. C'est pas évident. Évoquer les risques, pas pour faire peur gratuitement, c'est pas une bonne idée. Faire peur en prévention, c'est pas toujours efficace. Ça peut l'être si c'est complété par des consignes de sécurité et si votre jeune est convaincu qu'il pourra les appliquer. Par exemple, des consignes de sécurité, ça va être, vous voyez un fait divers. Malheureusement, il y en a tous les jours. Un jeune en sortie de soirée, il a quitté son groupe de copains, on l'a retrouvé noyé dans l'eau. Moi, je fais une veille, c'est terrible. Je fais de la veille sur l'accidentologie. Il y en a régulièrement des faits divers comme ça. C'est important d'en parler avec votre ado, pas pour lui faire peur en disant « je te préviens ». Voilà ce qui... Non, c'est de dire « comment on aurait pu éviter ça ?» Et toi, si tu vois un copain dans une soirée qui quitte le groupe, qu'est-ce que tu peux faire? Vous réfléchissez avec lui, vous pouvez le mettre en situation, lui expliquer que faut prévenir des adultes, il ne faut pas hésiter à appeler les secours, il faut téléphoner, il faut empêcher le jeune de partir. C'est-à-dire, si vous faites peur parce que ça fait peur, vous donnez des conseils concrets. Pareil pour le coma éthylique, pour le trou noir, pour tous ces risques qui peuvent survenir. Toujours donner des conseils très concrets. Et puis, vous avez le droit d'exprimer vos inquiétudes en disant « moi, je m'inquiète pour toi, je vois que tu sors souvent, j'entends des trucs en soirée, ça m'inquiète, est-ce qu'on peut en parler ?»
Comment je pourrais m'assurer que tu es en sécurité, pas pour le culpabiliser, mais vraiment pour qu'il voit que vous vous inquiétez. Ce qui est important aussi, vous le savez, c'est d'oublier les leçons de morale. Ça risque de vous couper de votre jeune et vous saurez plus ce qui se passe dans sa vie et ça peut même lui donner envie d'y aller encore plus fort. Donc vraiment, la communication, le dialogue, c'est au cœur de la prévention à tous les âges. Un petit jeu pour continuer. Si votre ado vous dit « Ouais, mais de toute façon, à mon âge, tu buvais. Papy il me l'a dit, tu prenais des cuites quand on avait mon âge. Donc, t'es mal placé pour faire la morale. » Qu'est-ce que vous lui dites ? Tu vois le résultat, donc tu veux me ressembler, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on lui dit à notre jeune qui nous dit ça ? Et si c'est vrai ? Donc, vous avez connu comment on appelle ça, la diabolo-grenadine. Ça va pas dire. Ce que vous pouvez lui expliquer, blague à part, c'est qu'en fait, les connaissances scientifiques, il y a 30 ans, n'étaient pas les mêmes. Il y a 30 ans, on s'intéressait très peu à l'adolescence. Hormis, on disait, c'est la crise d'adolescence, ils sont chiants les ados, ils sont pénibles, on s'y intéressait pas trop. Mais les neuroscientifiques se sont mis à s'intéresser au cerveau des ados. Ils se sont intéressés à l'effet des drogues et notamment de l'alcool sur le cerveau adolescent. Et aujourd'hui, on a 40 ans de recul en recherche scientifique. On sait des choses que nos parents ne savaient pas. Moi, je vous assure que quand j'avais 17 ans, mes parents n'avaient aucune idée de ce que moi et vous, ce que nous savons à propos de l'alcool. Donc, oui, nos parents, ils nous le disaient pas, mais déjà, ça aurait pu être cool qu'ils nous le disent, qu'ils s'y intéressent, qu'ils supervisent un peu nos soirées, et puis qu'ils nous expliquent tout ça. Et si vous avez développé plus tard un problème avec l'alcool, vous pouvez expliquer aussi, moi, j'aurais bien aimé qu'on me protège à l'adolescence, en fait. J'aurais bien aimé que mes parents soient là, qu'ils m'en parlent, puis si je le fais, c'est pas pour t'emmerder, c'est parce que je t'aime. Je t'aime et je veux pas répliquer les erreurs des générations précédentes, vous voyez. L'amour, revenez toujours à ça. Que votre enfant comprenne que tout ce que vous faites, c'est pas pour l'emmerder, c'est pas pour l'empêcher de s'amuser. C'est parce que vous l'aimez et que vous avez conscience que votre rôle, c'est de le protéger. Et que vous auriez aimé qu'on vous protège aussi. Et que quand il sera parent, il protégera ses enfants. Donc on va bientôt terminer. Ce que je voulais vous dire, c'est que un peu de prévention chaque jour, c'est mieux qu'un grand discours. Saisissez chaque occasion du quotidien. Dites-vous que les petites conversations sur l'alcool, ça compte et que l'important, c'est de s'adapter à votre jeune. Pour se quitter, puisqu'on a 5 minutes, quelques consignes de sécurité. Si votre jeune sort, qui va en soirée, expliquez-lui qu'on ne laisse jamais partir un copain tout seul, qu'il faut le retenir. Que si une personne alcoolisée part, c'est important de prévenir son entourage ou les secours. Que si une personne semble faire un coma éthylique, il faut la mettre en position latérale de sécurité et appeler les secours. Qu'une personne qui fait un bad trip, qui a des angoisses, etc., il faut lui parler doucement, appeler les secours. Insistez vraiment sur le fait que c'est toujours important d'appeler les secours, y compris si une personne est violente. Dites à votre jeune que vous laissez votre téléphone allumé toute la nuit et que même si vous désapprouvez la consommation d'alcool à son âge, vous préférez qu'il ou elle vous appelle plutôt qu'il se mette en danger et qu'il peut vous faire confiance. Vous viendrez l'aider, vous lui passerez pas un savon. Voyez, c'est tout l'équilibre entre poser l'interdit et faire de la réduction des risques. C'est hyper important. Je vous donne quelques structures qui peuvent vous aider. Si vous vous sentez en difficulté, vous pouvez contacter bien entendu les Amis de la Santé du Lot-et-Garonne ou d'autres associations réunies au sein de la CAMRUP. On pourra vous donner des contacts, des adresses, parler avec vous, vous donner des conseils. N'hésitez pas à aller sur Alcool Info Service, Addiction France aussi, ou Addicted. Ce sont des organismes nationaux qui donnent plein d'informations utiles aux parents. Moi, j'aime beaucoup le site d'Addicted, qui est très bien fait, qui est plein de ressources, avec un forum de discussion hyper intéressant. Pour les jeunes, vous trouverez plein de conseils sur le fil santé jeune. On parle d'alcool, d'addiction, de sexualité, de plein d'autres sujets. Donc, c'est aussi une bonne ressource pour vous d'aller y jeter un coup d'œil et éventuellement d'en parler avec votre jeune. Et enfin, il existe partout en France, et je crois qu'on a un représentant ici, voilà, on va prendre un verre sans alcool tous ensemble. Votre prénom, c'est Gilles, voilà. Donc Gilles travaille pour une consultation jeune consommateur. Ce sont des espaces dédiés où tout adulte peut trouver une écoute, des conseils s'il s'inquiète pour un jeune de son entourage. Et les jeunes peuvent être reçus s'ils sont en difficulté avec un comportement, une addiction, pour être accompagnés jusqu'à 25
5 ans. Et donc voilà, on va pouvoir continuer à discuter. Donc tout ça pour dire, ayez confiance en votre pouvoir de parent. Si vous le pouvez, essayez de parler tôt d'alcool avec votre enfant, votre petit enfant. Plus vous allez vous renseigner, plus vous transmettrez des données scientifiques et vous serez un pourvoyeur d'informations pour votre jeune. Mais n'oubliez pas d'essayer d'avoir une approche la plus équilibrée possible, ne pas dramatiser, ne pas banaliser. Voilà les messages que je voulais vous délivrer. Et c'est ainsi que se termine ce Découverte Magazine. Merci aux amis de la santé de Lot-et-Garonne pour cette belle et riche soirée et merci à Guylaine Bennec pour son intervention. Pour approfondir le sujet, je vous conseille de lire son livre « Sa première cuite, manuel de prévention autour de l'alcool ». Restez à l'écoute de votre radio locale. C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Présenté par Aurélie Véron.